Oui, merci, Président, et merci au groupe de la majorité qui se sont exprimés et qui ont salué le travail de concertation et de dialogue. Et moi, j'aimerais en retour les remercier du soutien et du travail qu'ils ont aussi fourni dans leur territoire pour faire ce travail d'explication, de pédagogie et surtout de rappeler qui a fait quoi et encore une fois le rôle de la région en la matière. Juste remercier également le travail de mes prédécesseurs, puisque j'ai cité Valérie Létard qui était à l'origine de la première mouture du SRADET, qui a fait un gros travail de concertation à l'époque, on s'en souvient. Remercier évidemment tous ceux qui m'ont suivi, Nicolas Lebas, Salvatore Castiglione, et puis le dernier en date, Guylain Cambier, qui non seulement évidemment a initié le travail sur ce dossier avant que je ne sois désigné, et qui aujourd'hui continue son travail au Sénat pour faire en sorte que les spécificités des territoires soient entendues. Moi, j'aimerais effectivement apporter quelques éléments de réponse dans les 3 minutes qui me restent pour dire d'une part qu'effectivement il y a une vraie différence entre celles et ceux qui gèrent des collectivités et celles et ceux qui commentent l'action des collectivités, parce que moi j'aimerais remettre en perspective un certain nombre de points. D'abord, le travail d'élaboration, de réflexion d'une cartographie sur les friches est engagé, et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, donc je regrette que vous ne vous en souveniez pas. Les EPF sont en train de faire ce travail en partenariat avec la région pour qu'effectivement on ait un recensement précis et détaillé des friches. La difficulté, elle est de savoir quel est leur degré de pollution. Là, ça demande des études extrêmement coûteuses, extrêmement lourdes, et ça, il ne faut avoir été confronté au sujet pour le savoir, et manifestement vous ne le savez pas, mais dans les limites qui sont les nôtres aujourd'hui, financières, sachez que nous mobilisons tous les crédits qui sont à notre disposition, de l'État évidemment, de la région, de l'Europe, pour faire ce travail. Et nous allons à 100% de ce que sont nos capacités. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous dire que sur un sujet comme celui-ci, quand on parle de dialogue, et quand on ne regarde pas le dialogue qui a été engagé par la région, c'est faire preuve d'une très grande mauvaise foi. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui critiquent l'absence de dialogue, ce sont ceux qui n'ont pas grand-chose à dire sur le fond, parce que vraiment, nous avons fait des réunions qui ne sont absolument pas prévues par la loi. Quand on va discuter avec les maires, y compris avec des toutes petites communes, qui sont venus d'ailleurs parfois plus nombreux que les territoires qui se plaignent à longueur de journée dans des courriers enflammés, mais qui ne sont pas venus aux réunions de concertation et de dialogue. Nous avons fait ce dialogue avec tout le monde. Mais si on pouvait espérer que le dialogue amène une réflexion collective, je dois reconnaître que, dans un premier temps, ça a surtout été l'affirmation d'opposition frontale et de défense de chacun des territoires qui, je dois le dire, nécessitait qu'à un moment donné, quelqu'un prenne un peu de hauteur, et ça a été le rôle de la région, nous l'avons fait. Sans doute en faisant des mécontents, mais nous l'avons fait parce que c'était aussi notre rôle. Et puis vous dire en conclusion que nous avons essayé de faire en sorte que dans le SRADET et dans le dispositif, notamment d'enveloppe régionale, nous soyons le plus simple possible, le plus transparent possible, le plus prévisible possible, parce que la révision annuelle de notre SRADET, la modification annuelle de notre SRADET pour pouvoir intégrer les projets d'envergure régionale, c'est un gage de transparence et de clarté, ce que l'État n'a pas réussi à faire au travers de ces PNE. Nous le faisons au travers des projets d'envergure régionale. Donc sachez que moi maintenant, mon espoir, c'est au-delà des modifications législatives qui pourraient intervenir, c'est qu'on sort du débat quantitatif, c'est-à-dire combien d'hectares, pour parler enfin du qualitatif, comment on aménage durablement notre territoire, comment on pense aux stratégies permettant de concilier développement économique, développement de l'agriculture et développement qui est aussi un développement économique et préservation de notre territoire et préservation écologique. C'est ça l'enjeu d'avenir. Et j'ai eu le sentiment dans les dernières journées de concertation et de dialogue qu'en raison des contraintes budgétaires, en raison des contraintes qui pèsent aussi sur les acteurs économiques, sur les acteurs du logement, on commençait à parler qualité et non plus quantité, et on commençait à se dire que finalement la borne de 2031 ne serait pas forcément insurmontable pour une raison simple, c'est que si on dialogue, si on échange, si on construit des stratégies de territoire durable, en réalité la question de la quantité n'était pas un sujet, seul compte la qualité pour pouvoir aménager durablement notre région et faire en sorte que le développement économique ne s'oppose pas avec le développement social et la préservation écologique. Je vous remercie et ce sera mon